Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Voici les principales articulations de ce journal. Audience du président de la République, Alassane Ouattara, recevait jeudi le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment l'accélération des grands chantiers de coopération franco-ivoirienne. Un atelier sur la restructuration et la redynamisation des programmes nationaux de recherche s'est ouvert à Grand Bassam sous la présidence du ministre Adama Diawara. Les participants vont plancher sur la présentation et l'appropriation de la feuille de route et du cadre programmatique 2021-2023. On en parle dans cette édition. Et puis, après des mois de visioconférence, c'est le retour des discussions autour de la même table. Jusqu'à dimanche, le sommet du G7 rassemble l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et les États-Unis dans la station balnéaire de Caribbean Bay, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ce sera le premier pour Joe Biden et le dernier pour Angela Merkel. Merci de regarder RTI 1. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères est à Abidjan avant son déplacement à Jacquesville où il a participé à l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Jean-Yves Le Drian a été reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une occasion pour les deux personnalités de réaffirmer leur engagement quant au renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le film de l'audience avec Jérôme Kofi Abolan. La France et la Côte d'Ivoire toujours pour une coopération exemplaire en tous les domaines. Parole de Jean-Yves Le Drian, présent sur le sol ivoirien dans le cadre de l'inauguration à Jacquesville de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le ministre français des Affaires étrangères a été ce jeudi en fin de matinée l'hôte du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, où lui et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara ont longuement échangé sur des sujets d'intérêt commun. J'ai eu l'occasion de dire au président Ouattara que la France sera au rendez-vous pour poursuivre la montée en puissance et l'internationalisation de cette académie de lutte contre le terrorisme afin d'avoir une culture commune de l'action contre le terrorisme. J'ai pu ce matin, profitant de ce déplacement, signer un accord pour la construction du projet Biovea, avec à la fois un partenariat entre des financements ivoiriens et des financements de développement issus du groupe AFD, partenariat d'entreprise avec le groupe SIFCA, le groupe EDF et le groupe Meridiam, et puis un projet qui est à la fois un projet qui crée de l'emploi et qui permet de développer un mix énergétique respectueux de l'environnement et des accords de Paris. Donc je trouvais que c'était une bonne opération d'initier cette centrale. Et je dois dire au président Ouattara que si la mise en œuvre de ce projet va aussi vite que l'Académie de lutte contre le terrorisme, je serai encore ravi, puisque nous avons eu là une opération qui se sont produites dans des délais extrêmement rapides. En revenant par ailleurs sur la maladie à Covid-19, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française a indiqué croire en la capacité des pays africains de produire des vaccins en vue de la lutte contre la pandémie. Et Jean-Yves Le Drian d'ajouter que la France et la Côte d'Ivoire vont fédérer leurs efforts pour identifier ce qu'il y a à faire dans ce sens par le truchement de l'Institut Pasteur. L'Académie de Jacquesville est une réponse face au fléau que constitue le terrorisme. Elle a été inaugurée jeudi par le Premier ministre Patrick Achi. Il s'agira à terme de contrer la menace terroriste, une plaie pour ce sous-continent, a dit le chef du gouvernement. Retour sur les temps forts de la coupure de ruban avec Herman Guibé. Située dans les environs de la ville de Jacquesville, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. 1100 hectares ont été nécessaires pour sa construction. C'est cette académie qu'a inauguré le Premier ministre Patrick Achi en compagnie du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Avec eux, plusieurs membres du gouvernement. En quoi consisteront les missions de cette académie? Elle permettra le démarrage des activités d'entraînement, de formation des cadres et de réflexion stratégique sur un site adapté, avec des réalisations d'environ 15 milliards de francs CFA
Ces réalisations permettent d'accueillir une structure de direction, d'assurer simultanément 3 stages de formation de 25 stagiaires, d'héberger 25 stagiaires et en nourrir 80, d'entraîner des unités dans les domaines de contre-terrorisme, en milieu urbain et rural, du tir et de la protection rapprochée. De mettre en œuvre les 3 piliers de formation de l'AILCLCT, à savoir l'entraînement pour les unités spécialisées, je veux parler principalement des forces spéciales, la formation des cadres acteurs de la lutte antiterroriste issus des ministères de la Justice, de la Défense et de l'Intérieur, et sans doute deux ministères à l'avenir. La recherche stratégique sur l'étude de la menace terroriste. Combattre le terrorisme est une responsabilité commune. Il faut s'unir pour faire face à la menace. Avec l'appui de la France, des Européens, de la communauté internationale, les États de la région doivent intensifier leur coopération militaire, leur coopération sécuritaire et leur coopération judiciaire. Et en agissant avec la même énergie, avec la même exigence sur l'ensemble du spectre du contre-terrorisme. Et c'est très précisément le sens et la vocation de l'AILCT, dont la création a été annoncée par les présidents Ouattara et les présidents Macron en 2017, et dont les premières formations ont débuté à Abidjan dès 2019 et qui va pouvoir maintenant fonctionner à plein régime ici à Jacquesville. Monsieur le Premier ministre, nos partenaires africains peuvent compter sur le soutien de la France, aussi bien en termes financiers que de coopération technique. Plusieurs de nos experts ont déjà rejoint l'Académie. Mais l'Australie, les Pays-Bas, la Norvège ont également déjà répondu présent. Et l'internationalisation de l'Académie va se poursuivre. Devant la menace que constitue le terrorisme pour la stabilité des États, le Premier ministre Patrick Hachi a appelé les États de l'Afrique de l'Ouest à s'approprier cette académie. Nous savons tous à quel point la menace terroriste est une plaie pour ce sous-continent. Cette nouvelle académie internationale, soyons-en tous immensément fiers, parce que se dessine là le futur de la paix sur le continent. Une élite sous-régionale de femmes et d'hommes à même de prendre le destin sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest en main, forgée dans la communauté des armes, dans la fraternité des bancs d'une institution d'excellence et le creuset de valeurs partagées. Oui, ce ne sont pas seulement des experts que l'Académie formera, ce sont des camarades qui partageront un savoir, un combat, une confiance, un espoir. Ils seront notre fierté, comme ils auraient été celle de notre frère, feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a également œuvré pour le lancement de ce projet. Je suis certain qu'il veille d'où il est sur cette cérémonie. Je voudrais également saluer et féliciter ici Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Ibrahim Téné Ouattara, qui, en si peu de temps, a permis l'achèvement des travaux que nous inaugurons aujourd'hui. Dévoilement de la plaque inaugurale, coupure symbolique du ruban, puis visite des locaux par le Premier ministre Patrick Hachi, avec à ses côtés le ministre français Jean-Yves Le Drian. Les personnalités présentes ont procédé à la signature du livre d'or de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Et après Abidjan, Jean-Yves Le Drian se rendra à Monrovia au Libéria, où il sera reçu par le président Giorgio Weah. Une bagarre généralisée entre élus, c'est le spectacle auquel nous avons assisté entre députés de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre le mois dernier à Midrand en Afrique du Sud. La session avait pour objet le renouvellement des instances de l'institution parlementaire africaine, notamment l'élection du nouveau président. En désaccord sur le mode de scrutin, l'Assemblée solennelle s'est transformée en ring. Des urnes ont été emportées et la session interrompue. Que s'est-il réellement passé au siège du Parlement panafricain lors de cette élection? La réponse dans ce dossier politique de Moussa Konaté. La vidéo a fait le tour de la toile. Des parlementaires réunis le 31 mai dernier en Afrique du Sud pour élire le nouveau président du Parlement panafricain se sont livrés à une confrontation physique et à des violences verbales.
Aïssatou Aïdara Cissé, députée malienne, était en course pour le poste de président. Depuis Bamako, elle nous livre sa version des faits. La bagarre a éclaté parce qu'il faut retenir que nous sommes 3 candidats. Moi, candidate de l'Afrique de l'Ouest, M. Chirumbira, candidat de l'Afrique australe, zimbabwéen, et M. Albino, candidat de l'Afrique de l'Est, du Sud-Soudan. Au moment où on a commencé à appeler les candidats pour parler de leur programme, le candidat de l'Afrique de l'Est a été le premier candidat, M. Albino du Sud-Soudan, qu'on a appelé pour venir parler de ce qu'il peut faire, de ce qu'il veut faire, de son programme en gros. Au moment où il s'est levé pour parler, le Zimbabwe, la dame du Zimbabwe s'est levée pour dire non. Et pratiquement les députés du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud, le désordre a été fait par les parlementaires de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe. Les gens se demandaient, mais pourquoi l'Afrique du Sud? Tout simplement parce que l'Afrique du Sud est de l'Afrique australe et le candidat en question est le candidat de la SADC. Donc, ils considèrent que c'est leur candidat. C'est comme vous avez vu la Côte d'Ivoire se battre, les autres pays, le Niger et tout, parce que je suis la candidate de l'Afrique de l'Ouest. La présidence tournante, voilà le point de désaccord entre les parlementaires. Les candidatures ont été validées. Nous étions prêts à aller aux élections quand l'Afrique australe a dit qu'elle ne part pas aux élections et que les élections ne se tiendront pas si nous n'entrons pas dans un cycle de rotation. Qu'est-ce qu'ils appellent la rotation? Ils estiment que l'Afrique de l'Ouest ayant été déjà une fois président, l'Afrique de l'Est ayant déjà été, je crois, 2 fois président, il était question maintenant que le seul candidat de l'Afrique du Sud australe puisse être le seul candidat donc, pour ces élections. Ce qui est un faux débat. Si même on devait avoir ce débat, c'était avant la validation des candidatures. Je mets quiconque au défi de me montrer un seul article dans le règlement intérieur qui parle de rotation. Il n'y en a pas. Deuxièmement, la rotation est évoquée dans ce qu'on appelle le protocole de Malabo, qui est un protocole donc, qui accompagne le règlement intérieur, où les chefs d'État à Malabo ont estimé qu'il était bon que dans la gestion du bureau, qu'on aille à la rotation. Mais cette rotation est conditionnée par la ratification donc, du protocole par au moins 28 pays. Aujourd'hui, nous sommes à 13. Et aucun pays de l'Afrique australe n'a ratifié le protocole. Aucun. Donc, on ne peut pas d'un côté vouloir la rotation et de l'autre refuser la ratification qui doit nous amener à la rotation. C'est humiliant pour l'Afrique. Il faut qu'on apprenne à respecter nos textes. La scène de bagarre a suscité une vive polémique. La préoccupation des députés sud-africains ou anglophones ou de l'Afrique australe, elle n'est pas mauvaise. Mais ce n'est pas une raison d'user des violences, d'user de menaces, d'user d'intimidation, comme certains députés sud-africains l'ont fait, en cassant les urnes, en menaçant ça et là. Ça, ce n'est pas bien. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur l'attitude de ma collègue Mariam. D'abord, il faut qu'on sache que Mariam n'est pas la seule qui soit venue défendre le comité ad hoc. Parce qu'en réalité, il s'agissait de défendre le comité ad hoc. Le comité ad hoc, c'est le comité qui devait donc organiser les élections, qui était présidé par Janet Kabila, donc de la RDC. Donc, face à la violence de ces Sud-Africains, nous avons estimé que certains membres donc, de nos caucus, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord, devaient protéger les députés membres du comité ad hoc. Le président de la Commission de l'Union africaine a réagi à travers un tweet. Les scènes de violence choquantes au Parlement panafricain ternissent l'image de cette institution. J'appelle tous les parlementaires à se ressaisir et à se conformer aux règles et procédures de l'institution. Cet incident a attiré l'attention sur l'institution parlementaire qui jusque-là est peu connue. Créé en 2004, le Parlement panafricain est une organisation composée de 53 pays africains. Chaque pays est représenté par 5 membres. 3 députés et 2 sénateurs ivoiriens y siègent pour le compte de la Côte d'Ivoire. Les partis au pouvoir et tous les mouvements dans un pays doivent pouvoir être représentés dans la délégation de ce pays au Parlement panafricain. Il y a une règle. En plus, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins une femme parlementaire dans les délégations.
Après donc 17 ans d'exercice, l'on s'interroge toujours sur le rôle précis du Parlement panafricain, ses missions ainsi que l'impact réel de ses décisions au plan continental. Pour l'instant, c'est un Parlement qui a un pouvoir consultatif, simplement consultatif. Et aujourd'hui, le débat au niveau du Parlement panafricain et par rapport aux élections qui devaient avoir lieu, chacun des candidats avait compris qu'il fallait que le Parlement panafricain puisse jouer un rôle législatif. Et la deuxième phase de ce Parlement, c'est d'acquérir ce pouvoir législatif et de pouvoir faire des propositions qui vont permettre d'ailleurs à l'Union africaine d'avoir une politique agricole, d'avoir une politique des transports, une politique de développement qui soit pleinement intégrée. La session du Parlement panafricain est pour l'heure suspendue. L'élection est reportée. Mais que disent les textes pour la suite? Les élections devaient se tenir au plus tard le 31 mai, c'est ce que dit les textes. Mais puisque le processus a été interrompu, on compte sur le mois d'octobre, mois au cours duquel il y a une session. Et c'est à cette session, parce que c'est en plénière qu'il faut faire les élections, mais on a la possibilité aussi de faire une session extraordinaire. J'espère tout simplement que les sanctions seront levées sur le Mali et qu'on pourra voir dans quelle mesure organiser une session extraordinaire pour faire les élections. Même si son efficacité est parfois mise en doute, le Parlement panafricain a le mérite d'exister avec son statut d'Assemblée consultative de l'Union africaine. Toutefois, le dérapage de Midrand à Johannesburg est considéré comme une publicité négative pour cette institution parlementaire africaine. Le Parlement panafricain, élection du nouveau président sur fond de tension, un dossier de Moussa Konaté à retrouver sur RTI 1. La Direction générale des impôts ambitionne d'optimiser le recouvrement de l'impôt foncier. Elle a décidé de procéder au lancement du cadastrage des villes et des communes de Côte d'Ivoire. L'idée a été expliquée aux populations de Bingerville et de Cocody, deux localités retenues dans le cadre du lancement de la phase pilote. L'éclairage de Jean-Jacques Kwame. À Bingerville comme à Cocody, le directeur général adjoint des impôts a donné les résultats attendus par le projet de renforcement du cadastrage pour le recouvrement de l'impôt foncier. Il vise, entre autres, une maîtrise du tissu parcellaire par l'amélioration du taux de parcelles imposées qui doit passer de 68% à 72% dans les prochaines années, augmenter la part des recettes de l'impôt foncier dans le budget de l'État et des collectivités locales et surtout renforcer la sécurité foncière permettant de réduire les erreurs techniques, sources de conflits fonciers. Le cadastrage, c'est d'abord la mise en place d'un cadastre, d'une bonne cartographie qui permet de localiser, d'identifier et de recenser les contribuables, de sorte que leur prise en compte au niveau fiscal est très aisée. Voilà le fond de cette opération. Pour les populations rencontrées, le projet est salutaire. Ceci va nous permettre d'aussi régler certains problèmes au niveau des villages. Je veux dire les limites de chaque village. Et ça nous importe beaucoup. La phase pilote du projet va durer 2 ans et concerne les communes du district d'Abidjan. Comment trouver des investissements pour financer la recherche? La question était au cœur d'une rencontre qui s'est déroulée à Grand-Bassam. Elle a vu la participation de la Direction générale de la recherche, de l'innovation et les parties prenantes dans la promotion de la recherche scientifique. Une rencontre suivie par Astouda Nyogo. Doter la Côte d'Ivoire d'une recherche scientifique d'excellence, efficiente, solidaire, moteur de développement et d'émergence. C'est cette ambition qui réunit les premiers responsables des universités, instituts de recherche et entreprises de Côte d'Ivoire à Grand-Bassam. Cette rencontre vise à présenter le projet de restructuration et de redynamisation des programmes nationaux de recherche et le cadre programmatique 2022-2024. Le développement d'une stratégie de financement durable et diversifiée des PNR visant à l'atteinte de l'objectif de la contribution de la recherche à la société et d'une meilleure connaissance de la recherche par la communauté et par le secteur privé. Notre ambition ici est d'avoir l'adhésion et l'accompagnement effectif de l'ensemble des institutions de recherche pour la mise en œuvre des PNR restructurés et co-construits avec elles. En Afrique, l'objectif de 1% du PIB de l'UA consacré à la recherche est loin d'être atteint. La Côte d'Ivoire étant à environ 0,35%, entend faire bouger les lignes. Il y a eu une recombinaison
des programmes nationaux de recherche. De 14, nous sommes passés à 10. Définir une bonne gouvernance pour la mise en œuvre de ces PNR, définir des stratégies de financement et ensuite, outre la valorisation académique qui consiste à publier dans des revues internationales, il faudrait que ces résultats-là soient valorisés du point de vue économique parce qu'il faut voir ne serait-ce que l'impact de ces programmes de recherche-là sur le développement économique du pays. Réunis dans la ville centenaire de Grand-Bassam, les participants situent l'intérêt de cette initiative. La recherche, certes, elle est importante, mais elle n'a de valeur que si elle apporte une valorisation économique. Et la valorisation économique passe nécessairement par l'innovation. La rencontre se tient sur 2 jours, avec à la clé une feuille de route et un cadre programmatique bien établi. Et enfin maintenant le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré jeudi 58 nouveaux cas de Covid-19 sur 2604 échantillons prélevés, soit 2,2% de cas positifs, 31 guéris et 0 décès. À la date du 10 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 47 605 cas confirmés, dont 47 092 personnes guéries, 306 décès et 207 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 668 205. Le 9 juin, 18 595 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 662 848 doses administrées. Le sommet du G7 s'ouvre ce vendredi en Angleterre, partagé entre la pandémie et l'urgence climatique. Les dirigeants des grandes puissances du G7 cherchent des réponses communes aux crises mondiales. Il s'agit de leur première rencontre en près de 2 ans, à commencer par la redistribution d'1 milliard de doses de vaccins anti-Covid-19. Un premier G7 pour Joe Biden, pour Mario Draghi et Yoshihide Suga. C'est le dernier, en revanche, pour Angela Merkel, la chancelière allemande. Le patron du Sénat envoie des émissaires à Tiendiekro. Aux femmes de sa localité, le président Jano Aousou-Kouadio tenait à montrer sa reconnaissance. Des femmes qui, selon lui, ont énormément prié pour qu'il se rétablisse rapidement lors de son séjour médical en Allemagne. Des femmes qu'il a tenu à honorer en leur offrant des présents. Le film de la cérémonie de remise de dons avec Herman Yamia. Elles ont prié nuit et jour pour qu'il recouvre la santé lors de son séjour médical en Europe. Aujourd'hui rétabli et rentré au pays, après un long séjour en Allemagne, le président du Sénat ivoirien, Jano Aousou-Kouadio, a décidé de traduire sa reconnaissance aux femmes de Tiendiekro et de Ravia pour leurs prières. Quoi de plus normal que de leur offrir des présents pour leur témoigner son affection. Ainsi, ce sont plus de 400 femmes des villages des 2 sous-préfectures qui ont reçu des pagnes à son effigie. Pendant son absence, ces mamans ont pleuré nuit et jour. Elles sont restées en prière pour sa guérison. Il est bien qu'il matérialise sa proximité avec ses mamans pendant cette période où il est de retour dans son pays. Et il a décidé de venir dire à ses mamans de cesser leurs larmes, que Dieu lui a redonné la vie. Totalement satisfaites de recevoir ces cadeaux, les femmes ont imploré Dieu afin qu'il maintienne en vie et en bonne santé pendant longtemps celui qu'elles appellent affectueusement le baobab du bélier. Nous sommes très heureuses parce qu'on ne sait pas que notre président il va revenir ici en Côte d'Ivoire et puis on va le voir et puis il va nous faire des souvenirs. En tout cas, moi je suis très heureuse. Je le remercie beaucoup. On prie pour lui, pour qu'il revienne sur la terre, pour que nous, de nos yeux, on le voit. Le vœu des femmes est de voir le président du Sénat, Jano Aousou-Kouadio, fouler le sol de Tiendiekro afin qu'elle communie avec lui. On continue à parler des femmes avec la fête des mères à Korogo. La première femme députée de la région tenait à gratifier les mamans de la région du Poro. Nadiara Koulibaly les a aussi encouragées à se battre pour réussir leur indépendance. La correspondance d'Ami Sissoko. Maman, je t'aime de tout mon cœur. Première édition de la fête des mères à Korogo. Plusieurs femmes de la commune honorées pour tous les efforts déployés pour le développement de la ville de Korogo et le bien-être de la gente féminine. Une initiative de l'honorable Majara Koulibaly Tiegbana, députée de Korogo commune, soutenue par l'honorable Lassina Ouattara, dit l'ASPR, également député de Korogo commune.
34 ans de service et je pars à la retraite cette année. Et je viens d'être honorée. Ça ne peut que me faire plaisir. C'est un grand honneur pour moi. Au soir de ma retraite, je ne peux que dire merci au Créateur. Être au service des gens, ce n'est pas facile. Surtout nous qui sommes dans ces postes de secrétariat, ce n'est pas facile. Mais si quelqu'un vient dire aujourd'hui, je t'honore parce que tu as travaillé longtemps, vraiment, c'est une bonne chose. L'honorable Madjara Koulibaly Tirgbana a mis à profit cette journée dédiée à la mer pour sceller l'engagement de la solidarité et du développement du Poro avec les femmes en première ligne. Elle les a exhortées à constituer les dossiers pour bénéficier du FAFSI, fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de la première dame Dominique Ouattara. Chère maman, vous êtes le premier moteur, que dis-je, la locomotive du développement de notre région. Vous êtes notre fierté. Voici traduit à travers cette petite cérémonie le sens de mon engagement envers vous, mes chères sœurs. Vous méritez la joie et la gaieté, pas seulement en ce jour d'ailleurs, mais chaque jour de l'année devait être mis à profit pour honorer les braves mamans de la région du Poro et de la Côte d'Ivoire tout entière. Bé Traoré, représentant la marraine de cette cérémonie, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts du Spectacle, Arlette Badou, a pour sa part salué les braves femmes du Poro. Ces mamans ont partagé un moment de bonheur avec plusieurs artistes et groupes, dont Mawa Traoré et le groupe Yachama de Korogo. Et on reste à Korogo où s'est tenu le week-end dernier le premier conseil régional de l'année. C'était en présence des autorités administratives et politiques de la région. Au programme, le point des réalisations des chantiers puis l'adoption du budget 2021. On retrouve encore une fois Amy Sissoko. Préfecture de Korogo. Première session ordinaire 2021 du conseil régional du Poro. Le président du conseil, Timoko Yade Koulibaly et son équipe font le bilan de la tournée de remise des infrastructures socio-économiques de base qui s'est déroulée récemment dans le Poro. 27 projets réalisés, dont 17 dans le secteur de l'éducation et 10 dans celui de la santé, pour un investissement de près de 800 millions de francs CFA. Un travail apprécié qui a valu au président le quitus accordé à son compte administratif de l'année 2020. Quand nous allons faire la moindre petite inauguration, quand on voit l'enthousiasme de nos parents, quand on voit le bonheur qui les anime, on s'est dit notre œuvre est utile et il faudra que nous continuions d'agir dans ce sens-là. Représentant le préfet de région du Poro, le préfet du département de Sinématiali, Begré Cabran, a accordé une motion de soutien au président Timoko Yade pour le travail accompli malgré la Covid. Sur le dynamisme économique du Poro, Timoko Yade Koulibaly est revenu sur les travaux du port sec de Ferké et de la zone industrielle de Korogo. Des infrastructures qui vont booster l'économie du nord du pays et apporter un mieux-être aux populations. On doit remercier le président, le féliciter, lui et le gouvernement qu'il a mis en place pour la gestion extrêmement avisée qui a été faite de la pandémie. Souhaitons qu'il continue toujours de nous appuyer et que les moyens très importants qui ont été annoncés puissent venir très rapidement pour nous permettre de poursuivre le développement de la région du Poro. Cette année, le Conseil régional du Poro a adopté une modification de son budget primitif qui passe de 2 milliards à plus de 2 milliards 250 millions de francs CFA. Hachimark vous a présenté ce journal dans le langage des signes. C'est la fin de cette édition d'information. Restez sur RTI 1.